tous, à toutes, et bienvenue à cette table ronde sur un sujet vaste et extrêmement intéressant auquel on va essayer de répondre. Un site web c'est bien, un site responsable c'est mieux. Donc vaste sujet sur la partie responsable, mais on va y venir. Je suis accompagné de Margot, Alexandrine, Virginie et Audrey, et je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Margot Ruiz, je suis la cofondatrice de la société PicBeam qui a 1 an et demi d'existence et on est maintenant une équipe de 6 personnes et ce qu'on fait c'est qu'on développe des sites internet vitrines, e-commerce et des applications orientées web et performants et éco-responsables. Bonjour, je suis Alexandrine Pantz, avocate au barreau de Toulouse depuis 15 ans. J'ai mon cabinet qui s'appelle Legapol Avocat Cabinet Pantz et on intervient plus précisément sur toutes les questions de numérique, de propriété intellectuelle et de data, données personnelles. Et donc évidemment, les questions de numérique responsable et de site internet responsable sont traitées au cabinet. Bonjour, Virginie Vellu, co-dirigeante de la société Eau-de-Vie. Nous sommes une agence de communication qui réalise principalement des sites internet vitrines avec du référencement naturel et on accompagne les TPE-PME dans leur digitalisation avec Audrey qui est juste là. Voilà, bonjour, donc Audrey Vicarini, co-dirigeante de Eau-de-Vie. Voilà, je ne veux pas répéter, mais voilà, on fait essentiellement de la création de sites web optimisés, du SEO et voilà, on essaye de faire des sites web éco-responsables ou en tout cas qui sont un peu plus responsables. Et donc moi j'ai 2 casquettes. Aujourd'hui je suis animateur de cette table ronde et moi j'interviens dans le Tarn-et-Garonne auprès de TPE essentiellement, sur tous leurs besoins d'outils de communication, donc site internet, réseaux sociaux, enfin boîte à outils marketing pour les petites entreprises. Donc moi le sujet il me convient très bien et je suis très heureux de le partager avec vous toutes. Je reprends juste quelques chiffres avant de commencer la table ronde. En plus, ils ont été évoqués ce matin, donc c'est encore mieux. Au moins, je ne vous raconte pas des histoires. Sur France Num, il y a une étude qui a été faite et qui dit qu'aujourd'hui, les TPE ont des sites internet. 70% des TPE françaises ont des sites internet. Curieusement, il en reste encore pas mal finalement qui ne sont pas encore équipés avec des sites internet. Et il y a une donnée que j'ai trouvée encore plus surprenante. 47% ont des sites internet qui ne sont pas responsives, qui ne sont pas visibles sur mobile. Ça paraît carrément incroyable et on en parlera puisque c'est vraiment le sujet responsable. Donc on verra, il y a une partie accessibilité. Et dans les freins aussi à créer des sites internet, bon, il y a le manque de connaissances techniques au sein des entreprises. Il y a le fait aussi qu'elles utilisent les réseaux sociaux et ça devient une présence en ligne qui leur permet de dire j'ai peut-être pas besoin de site. Et c'est pas pertinent aussi pour l'activité. Les entreprises trouvent certaines que ce n'est pas pertinent pour leur activité, ce qui est tout à fait surprenant en 2022. Ce qui m'amène à lancer la question du débat et de mettre un peu les pieds dans le plat. Avec tous les outils qui existent aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances particulières, où il y a les réseaux sociaux. Est-ce qu'en 2022, un dirigeant, une entreprise, un indépendant, un commerçant a besoin d'un site internet ? Alors, j'ai envie de dire déjà, ça dépend de ses objectifs, parce que si nos présences en ligne, on parle bien effet du site internet, mais il y a aussi Google My Business, qui est aussi une présence en ligne. Quand on nous cherche sur Google, on nous trouve où on est. Après, il y a bien sûr, comme tu as dit, les réseaux sociaux. Donc après, tout dépend aussi de l'objectif et du besoin. Parce qu'actuellement, il y a des entreprises qui vivent très bien, qui font leur chiffre d'affaires et qui n'ont pas forcément une envie de croissance et donc qui n'ont pas forcément le besoin et le temps de le faire. Après, en effet, bien évidemment, de nos jours, si on veut être visible, même si on est un commerçant qui vend une boucherie ou un primeur, il y a 78% des utilisateurs qui, avant d'aller chez nous, va cliquer, par exemple, boucherie dans sa localisation. Donc si je n'existe pas sur Google, il ne va pas me trouver, par contre il va trouver mon voisin. Et dans ce cas, je vais perdre des ventes. Donc déjà, il y a cette partie-là qui est la visibilité et la première raison pour moi qui est d'avoir une présence en ligne.
La deuxième, c'est aussi mettre, une légitimité, c'est-à-dire que avoir un site, que ce soit donc un site internet ou des réseaux sociaux, ça va nous permettre de montrer notre expertise et ce qu'on fait, notre savoir-faire. Ça va déjà aussi nous démarquer des utilisateurs qui vont dire bon, je cherche un boucher, mais peut-être que dans mon savoir-faire, dans la façon dont je vais concevoir mes produits, comment je vais les mettre en valeur, eh ben, je vais attirer de futurs clients chez moi. Et donc, pour moi aussi, le fait d'avoir un site internet ou de manière plus globale, une présence en ligne, notamment avec Google My Business et le Google Maps, qui est pour moi ultra sous-estimé, et les réseaux sociaux. Ensuite, ce qui fait que c'est pertinent pour moi d'avoir une présence en ligne, c'est aussi la connexion qu'on va faire avec nos futurs clients. Parce qu'on peut être facilement disponible si on envoie un mail ou un chat, qui fait que, on le sait maintenant, les utilisateurs, c'est principalement les utilisateurs mobiles qui ont l'habitude d'utiliser rapidement leur mobile et avoir des questions, des réponses à leurs questions ultra rapidement. Et donc, avoir la possibilité d'avoir un formulaire de contact, un questionnaire en ligne, ça va pouvoir gagner une connexion assez facile et pouvoir engager rapidement avec eux pour qu'ils viennent chez nous. Et donc, à travers cette connexion, on va pouvoir créer un lien certes virtuel d'un premier abord, mais qui va pouvoir créer du lien indirectement humain, qui va, contrairement à notre voisin qui ne va pas forcément répondre par Internet, moi, je vais le faire. Et donc, avec ce lien, je vais pouvoir progressivement attirer des personnes vers ma boutique. Voilà. Déjà. Moi, je suis un convaincu. Hein. Peut-être un commentaire à ajouter. Ouais, moi j'ajouterais juste par rapport aux entreprises, comme le disait Margot, qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent très bien sans avoir de site web, qui fonctionnent au bouche à oreille, qui ont leur clientèle. Je pense qu'il faut aussi anticiper les besoins et les crises qu'on peut avoir, puisqu'on l'a vu pendant le Covid. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de présence en ligne et qui fonctionnaient très bien avant. Et quand il y a eu le Covid, là, elles se sont retrouvées un peu démunies. Donc, même quand une société fonctionne bien, je pense qu'il faut toujours anticiper les éventuels aléas. Alors, autre question qui revient souvent, moi, ce sont mes clients au quotidien, les petites structures. Je fais faire ou je fais moi-même ? Alors, on aurait envie de se dire, pour des questions budgétaires, je fais moi-même. Puis, on le sait maintenant, il y a des tutos, on peut aller sur YouTube, Google est notre ami pour trouver des solutions. Donc, le cousin, ce matin, j'ai beaucoup aimé, ils ont parlé du cousin qui fait un peu des sites internet. Ah oui, j'ai un cousin qui fait des sites internet. Oui, j'ai un cousin, j'ai un ami, voilà. Oui, alors souvent ils ont une spécialité, ils font aussi les CGV, les CGU, avec, ils font tout. Oui. Ils sont pratiques les cousins. Et ils font des photos, tout est inclus. Donc effectivement, on peut faire un site internet soi-même, c'est largement faisable avec des plateformes très simples telles que Wix ou même Google Site le propose également. Sauf que oui, vous pouvez faire le site le plus joli du monde, mais s'il n'a pas de référencement naturel, c'est-à-dire des techniques qui permettent à un site internet de se retrouver dans les premiers résultats de Google, c'est comme avoir une très belle Ferrari sans moteur, on ne verra jamais votre site internet. Donc c'est là où faire appel à des professionnels est essentiel pour justement avoir un site internet qui est visible sur les moteurs de recherche. Et donc c'est une tâche à déléguer parce que vous aurez eu l'impression d'économiser en disant oh, c'est bon, j'ai fait mon site, il est super. Et puis au bout de quelques mois de vous dire en fait j'y ai passé beaucoup de temps parce qu'en autodidacte ça prend quand même pas mal de soirées, pas mal d'heures. Donc comme on dit, le temps c'est de l'argent. Et au bout de quelques mois, quand on voit qu'on n'a pas de résultat, pas de prise de contact, pas de commande, quand on est sur un cas de e-commerce, forcément on se repose un petit peu des questions, on contacte un prestataire qui va dire soit on repart de zéro, soit on refait, mais ça a forcément un coût. Et le coût va être plus important si on ne fait pas appel de suite à un professionnel au lieu de
voilà, on essaie de grappiller un peu quelques euros, mais il vaut mieux d'entrée faire appel à des professionnels du métier. Margot? C'est vrai que le temps, c'est vrai que c'est une donnée en tant que chef d'entreprise qu'on mesure de plus en plus. Et quand on veut faire un site, on se rend vite compte que c'est du temps. Ça dépend aussi de ses objectifs. Parce que si on veut un site, juste une présence, faire juste une mise en place d'une fiche Google Maps, oui, peut-être qu'on peut exister. Mais par contre, si on a des objectifs d'obtenir des clients en ligne, à partir du moment où on veut passer une étape supérieure, les tutos, le temps que ça peut prendre, en effet, ça peut vite être énergivore en temps et en énergie, ce qui fait que en fait, notre investissement, qui est certes d'un premier abord pas en argent mais en temps, peut être rapidement grappillé. Et donc, là, ça se pose la question. Mais c'est vrai que je pense que c'est toujours important de dire quels sont mes objectifs dans un premier temps, pour ensuite aller voir des personnes qui peuvent nous aider. Parce qu'il y a certes la partie site internet pour faire un prestataire, mais par exemple, si on veut faire des newsletters, on ne veut pas faire de site internet, mais juste créer une séquence mail à ses clients, qu'on récupère les adresses mail ou numéros de téléphone directement en boutique. Pareil, ça, il y a plein d'outils no-code qui le font. Alors, no-code, c'est... juste pour dire la notion, en fait, le no-code, c'est des outils qui permettent, sans d'avoir de compétences techniques, du moins de développement, de pouvoir faire donc des sites internet, Wix, on a entendu, WordPress, mais aussi d'autres sites comme Typeform, Sendinblue, différents outils qui sont contraires à l'opposé des sites de développement, qui là nécessitent d'avoir du développement informatique pour pouvoir les construire. Elles existent, mais pareil, si on peut faire une suite de mails assez classique, mais par contre, si je veux vraiment calculer après avec des analytics le taux de rétention, le taux d'ouverture, et en fait, là, on va rentrer dans une étape supérieure qui fait que, oui, en effet, on va avoir besoin de quelqu'un qui va nous épauler et nous diriger sur quels objectifs, en fonction de mes objectifs, comment je peux les réaliser. C'est très clair. Je continue à me mettre dans la peau du dirigeant. Moi, je suis convaincu parce que vous me dites qu'il faut que je fasse un site. Il y a un sujet, par contre, qui me préoccupe beaucoup, c'est par rapport au juridique. Et là, Alexandrine, je fais appel à tes services. Que dit la loi ? Qu'est-ce que j'ai besoin au minimum si je fais un site vitrine pour présenter mon activité ? Alors, effectivement, la loi s'intéresse aux sites internet, qu'ils soient vitrine ou e-commerce, et encore plus e-commerce, plateforme encore plus, où on va faire de la vente en ligne croisée. La loi s'y intéresse à plusieurs titres. D'abord parce qu'un site internet, c'est une édition, donc on est éditeur. Tout ce qui va apparaître sur le site internet sera de la responsabilité de l'éditeur. Et il faut que ça apparaisse clairement dans les mentions légales. Le site internet, c'est également une plateforme d'échange. Donc, s'il est juste vitrine, finalement, il va y avoir des mentions légales ou des CGU assez simples. Par contre, à partir du moment où le juste vitrine, ça transforme en j'ai une bulle de chat, j'ai également une newsletter, j'ai également un espace client. Puis, en fait, finalement, il y a un petit module de vente en ligne, tout petit, mais enfin, il existe. Bon, là, on n'est plus du tout dans la vitrine. On est clairement dans un échange. Il va y avoir du recueil de données, un échange entre l'entreprise qui a le site et l'internaute. Et à ce moment-là, ces échanges-là sont régis par la loi, à différents titres d'ailleurs. Donc on va avoir le code de la consommation qui s'épaissit d'année en année. Et cette année encore, pour tout ce qui est services numériques, on a des décrets qui sont sortis cet été et qui sont directement applicables et qui obligent effectivement à fournir des informations pré-contractuelles, c'est-à-dire avant même d'avoir conclu la vente. Et ces informations-là vont passer dans les CGU. Souvent, on se dit, les CGU, ça doit décrire le site. Oui, mais pas que. Il y a aussi toute une partie en fait de mention qui doit être, qui est obligatoire et qui on retrouve donc les textes dans le code de la consommation. On va avoir toute une partie recueil de données qui va être soumis au RGPD et où derrière, il faut une charte de données personnelles, mais il faut aussi une petite conformité, un registre, être sûr que les données qu'on recueille, la personne a bien donné son consentement pour la newsletter, parce que tant qu'il n'est pas client, il n'y a rien d'évident à cela. Et puis après, il y a toute la partie effectivement où on entre dans l'espace client, donc on a les mots de passe, qui est responsable du mot de passe.
C'est une question un peu basique, mais si derrière on a des données et que le mot de passe se fait pirater, etc., voilà, il faut rechercher les responsabilités. Et évidemment la vente. Donc la vente en ligne, qui est aussi codifiée par le Code de la consommation, avec en fonction des services que vous proposez, un délai de rétractation ou pas, et des tas de règles qui vont être précisées dans les CGV cette fois-ci, ou CGS, donc CGV la vente et CGS les services. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il va y avoir un transfert de somme d'argent, il va y avoir une vente ou un service. Mais pas que. Parce que depuis cet été, le décret qui est sorti dit qu'un webmail, par exemple, qui est un service gratuit, peut-être, eh bien, en fait, le prix que vous allez le payer, c'est le fait de donner vos données personnelles aussi gratuitement. Cet échange de gratuité, finalement, c'est le prix. Et ça aussi constitue une vente, et donc ça aussi doit être marqué dans des CGV. Donc Google devrait nous, peut-être, faire signer des CGV bientôt par rapport à ça. Donc effectivement, c'est un droit qui se codifie de plus en plus. À peu près tous les 6 mois ou tous les ans, on a une nouvelle législation sur les ventes en ligne, sur les publications en ligne et voilà, toutes les plateformes de mise en relation, quelles qu'elles soient. Ça fait beaucoup du coup, c'est ça ? Non, au contraire. Pour l'avoir fait moi-même individuellement, finalement, je pense que peu importe l'activité qu'on veut lancer, à partir du moment où on se décide à être sur Internet, peut-être le premier rendez-vous, peut-être même avant même de voir un développeur ou quelqu'un qui va faire le site, c'est de rencontrer un avocat. Oui, ça m'arrive fréquemment en fait. J'arrive en amont effectivement des agences de com ou des développeurs web pour orienter les sujets parce qu'il y a un positionnement business aussi qui est parfois novateur et qui va permettre de savoir poser aussi les bonnes questions à son développeur sans forcément rentrer dans une technique ou dans un graphisme ou dans un référencement, mais le fait même de savoir bien poser les questions à sa web agency, c'est important. Oui, donc c'est vraiment la première étape. Mais ça, j'en suis convaincu. J'insiste un peu dessus, mais c'est de rencontrer un avocat. Les activités parfois sont très diverses et variées, et il y a des réglementations qui sont extrêmement spécifiques. Et en plus, en général, voilà, la consultation, on peut échanger sur tout un tas de sujets et partir avec les bons éléments dès le départ. Oui, tout à fait. Alors, je poursuis, j'ai mon site internet, j'ai mes conditions générales de vente, j'ai rencontré Alexandrine, je suis calé. Je rencontre maintenant des développeurs et là, il y a un sujet, puisqu'aujourd'hui, le sujet responsable intervient à tous les niveaux. On est conscient qui regroupe beaucoup de choses. On va peut-être commencer par l'éco-responsabilité, parce qu'on peut intégrer de l'éco-responsabilité au site internet. Alors, qu'est-ce que c'est les bonnes... Alors, toujours pareil, hein, je suis une petite... TPE, ne m'inondez pas d'un cahier des charges trop lourd. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus dans la sobriété numérique, puisque c'est comme ça aussi qu'on dit, et le plus éco-responsable sur la création de mon site. Les éléments de base, quoi. Alors, les éléments de base, déjà dans ces actions au quotidien, je pense que les entreprises peuvent faire plein de petits efforts. Notamment dans l'envoi des emails. Voilà. En fait, aujourd'hui, il faut prendre conscience que tout ce qu'on fait sur le web a un impact. Que ce soit quand vous vous connectez sur votre application bancaire ou quand vous transférez des photos, quand vous envoyez un email, ça laisse une empreinte. Donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, déjà, les entreprises peuvent faire plein de petits efforts. En limitant les envois d'emails, par exemple, en limitant les réunions, les transferts de données, voilà, toutes ces choses-là, on peut essayer de faire des petits efforts là-dessus. Sur le matériel, surtout, puisque c'est ça qui a le plus d'impact, hein, puisqu'aujourd'hui, pour créer des ordinateurs, des téléphones, on utilise des ressources abiotiques. Donc, qui sont limitées. Et ça, c'est le plus gros problème aujourd'hui. Donc, je pense déjà sur tout ce qui est consommation matérielle au sein de l'entreprise, c'est la priorité, avant même les emails, puisque ça a un impact moindre. Mais voilà, déjà faire des efforts là-dessus, je pense qu'on peut tous le faire.
Pour ce qui est des sites web, les sites web, faut savoir qu'aujourd'hui, plus un site est chargé, plus un site est lourd, plus forcément il va avoir un impact sur l'écologie. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire des sites le site le plus léger possible. Déjà pour l'expérience utilisateur, puisque aujourd'hui personne n'aime être sur un site hyper chargé avec des pop-up, avec plein d'images partout. Voilà, c'est plus dans les codes. Voilà, c'est ça. Donc déjà pour l'utilisateur et voilà, pour faire un site plus responsable. Donc limiter les images, les vidéos, etc. Si on met des images, on peut réduire leur impact en les compressant, en faisant en sorte qu'elles soient plus légères. Voilà, utiliser le moins de police possible, le moins de couleurs, être dans la sobriété en fait. Si votre site il est sobre, il sera dans la sobriété numérique. Voilà. T'as peut-être d'autres... Donc c'est vrai que un site éco-responsable, en fait, la définition, c'est pas, on est d'accord qu'on n'est pas sur un site comme d'agriculture biologique, enfin, on n'est pas du tout. Enfin, c'est vrai que on n'est pas en train de dire qu'on fait des sites qui consomment zéro. Les numériques, c'est le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde. Donc c'est vrai que déjà, on sait que, donc, comme tu l'as très bien dit, il y a cette grosse part des téléphones, tous les composants qui les consomment, donc forcément, oui. Après, sur la partie éco-responsable de comment on peut alléger l'empreinte carbone de nos sites, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui se font dès la conception. Par exemple, moi, mon rôle, c'est de concevoir les applications et les sites qui correspondent aux besoins de mes clients. Mais quand je vais le concevoir, si c'est un site, par exemple, existant, je vais regarder qu'est-ce qui existe déjà dans son site et qu'est-ce qu'on peut enlever. Parce qu'en fait, on se rend compte que 70% des fonctionnalités qui existent sur un site, on peut les enlever déjà. Parce que quand on crée un site, on a plein d'idées, on veut mettre en place plein de choses, et en fait, on se rend compte que finalement, nos utilisateurs, ils ne les regardent pas. Après, bien sûr, ils les regardent pas parce que peut-être que je les ai pas mis à la bonne place. Il peut y avoir plein de raisons, on va dire, d'expérience, mais aussi parce que potentiellement, ça ne les intéresse pas. Et donc, à partir de là, ne pas se poser la question, enlever. Déjà, c'est déjà la première chose, déjà, quand on commence, qu'est-ce qu'on met ? Et éventuellement, au fur et à mesure que le site y vit, ne pas hésiter à enlever pour pouvoir déjà alléger l'expérience utilisateur. D'une part, bien sûr, d'avoir un site qui consomme moins, mais aussi pour l'utilisateur. Parce qu'avoir un site éco-responsable, c'est aussi avant tout pour l'utilisateur. Parce que comme vous l'avez dit extrêmement bien, plus c'est léger, moins il y a de pop-up, de modèles qui se mettent, plus c'est fluide et plus l'utilisateur a envie de rester sur votre site et il donne la chance à votre site de le convertir, de prendre un rendez-vous en ligne ou d'acheter un vêtement en ligne si vous êtes une boutique e-commerce. Donc déjà, ça se passe déjà sur la partie réflexion des fonctionnalités, mais aussi sur le design. Comme pareil, vous l'avez très bien dit, le design, le fait de ne pas mettre des images partout, des animations. Après, c'est vrai qu'il faut avoir conscience qu'un site, c'est les 70% du site qui fait qu'il est lourd, c'est les images. Parce que la complexité, en fait, sur un site avec les images, c'est qu'il doit s'adapter au device. Enfin, je veux dire, le device, c'est l'écran. Dans le code, quand on va afficher une image sur un téléphone, on va, via des CDN, pardon, j'ai mis des mots techniques, dans le code, en fait, on va demander en fait que l'image ait une dimension particulière, quand ce soit sur mobile, quand ce soit sur tablette, et pareil quand ce soit sur desktop, sur l'ordinateur. Et donc c'est ça qui consomme beaucoup qui fait que le site est de plus en plus lourd. Nous, on travaille avec une start-up française qui s'appelle TwigPix, qui permet l'image en fait. En plus de la partie compression, mettre en PNG, permet de naturellement compresser en fait les images et s'adapter aux différents écrans.
Donc c'est vrai que maintenant, on a des startups, notamment françaises, qui commencent à s'intéresser à cette problématique-là pour justement avoir des sites beaucoup plus légers. Et après, bien évidemment, il y a toute la partie technique, c'est un ensemble de bonnes pratiques techniques qui vont faire qu'on va alléger, notamment dans l'utilisation de sites, la génération de sites statiques, contrairement à l'utilisation des sites dynamiques qui sont dans la tradition maintenant, dans la norme des sites. Donc les sites dynamiques, c'est tout ce qui est WordPress, Wix, tout ce qui est 90% des sites qui composent Google. On revient sur la génération de sites statiques qui permet en fait de ne plus en fait appeler des serveurs pour pouvoir afficher l'image. On les affiche directement parce qu'elles sont déjà pré-générées, et ce qui fait que l'image et du moins la page arrive plus rapidement et donc apporte plus cette lourdeur. Ce qui est vrai qu'il y a 20 ans, on faisait des sites qui étaient 100 fois moins lourds. Alors ils sont 100 fois moins lourds parce qu'en fait, ils étaient beaucoup plus personnalisés. Avant, on créait les sites on les créait de manière un peu sur mesure. Maintenant, on a des templates, on a des sites comme WordPress qui vont forcément, et ce qui heureusement va permettre la facilité de créer des sites. Mais par contre, avec tous les plugins, avec tout ce code derrière en fait qui permet de coller à toutes les utilisations de tout le monde, parce qu'un site WordPress, tous les plugins qu'on utilise, forcément derrière, il faut que ces plugins ils soient utilisés et qui correspondent aux besoins de tous les utilisateurs qui vont utiliser ce plugin. Et donc forcément, il va y avoir plein de codes et plein de choses derrière qui vont alourdir en fait le site, et que en fait peut-être 95% de ce qu'il y a derrière le plugin ou toutes ces fonctionnalités, on n'en a pas besoin. Mais c'est normal, c'est le jeu, parce qu'en fait on est obligé d'avoir tout ce socle, cette grosse machine derrière pour pouvoir correspondre aux besoins de chaque utilisateur qui vont utiliser WordPress. Donc c'est plein de petites choses, mais déjà, comme on l'a vu, il y a déjà la partie mail des bonnes pratiques, cleaner les mails, donc tout ça, et puis ensuite la conception et la vie, un site sa vie, et il faut le suivre et apporter des évolutions pour que ça puisse correspondre aussi et avant tout aux besoins des utilisateurs. Oui, donc on garde à l'esprit qu'on n'aura jamais des sites agriculture biologique ou haute valeur environnementale, ça va être compliqué. Néanmoins, on peut faire tout un tas d'efforts, puisque ces sujets-là aujourd'hui sont centraux et indispensables, il faut les avoir à l'esprit. On peut faire des efforts pour rendre quand même l'outil moins énergivore et moins gourmand en ressources. Voilà. Mais en ayant à l'esprit que, malgré tout, on aura quand même de la consommation de ressources. Mais on peut faire quand même certaines choses. Il y a un autre sujet, l'éco-responsabilité, et puis il y a un autre sujet finalement aussi qui est extrêmement important dans le responsable, c'est l'accessibilité. Alors, la lisibilité, la facilité à naviguer, à comprendre le fonctionnement du site. Même question finalement, les bonnes pratiques de base par rapport à l'accessibilité pour un site internet. Il y a un petit test pour savoir notre site au niveau de l'accessibilité ou même le SEO ou les performances. C'est si on met son site sur Chrome, on met son site sur Chrome et on clique droit inspecter. Et donc après vous pouvez regarder sur Google. Et en fait l'idée c'est il y a un petit onglet qui s'appelle Lighthouse. Et donc c'est un petit mini audit en fait. En 1 minute en fait, ils peuvent vous donner le score de votre site actuellement sur le SEO, l'accessibilité. Donc clairement à ce stade-là, et le parti responsive, je ne t'oublie pas. Et donc déjà, ça permet d'avoir une bonne idée de où en est mon site. Et donc en effet, là, je l'ai fait seul, et puis j'en suis sur c'est rouge, orange ou vert. Donc si je suis pas dans le vert, peut-être que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider pour améliorer le référencement naturel de mon site ou l'accessibilité. Donc voilà, c'était le petit tuto pour savoir où en était son propre site au niveau de l'accessibilité. Après voilà, je voulais juste partager ça. Virginie, Audrey, certainement,
Vous avez des petites astuces, conseils? C'est ça. De toute façon, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, quand on construit un site internet, c'est avant tout pour Google, puisque c'est lui, le moteur de recherche, qui est le plus utilisé en France à 98%. Donc on répond un peu au désir du géant. Et pareil, Google propose des outils qui nous permettent d'améliorer la vitesse de chargement de son site internet. L'outil principal s'appelle Google Page Speed Insight. Et on a juste à copier-coller l'URL de son site internet. Et là, c'est pareil, ça va te donner pas mal d'astuces d'amélioration à réaliser sur le site. Et en tout cas, quand on crée un site internet, il faut vraiment se fier à tous ces outils Google qui sont aussi très importants pour le référencement naturel. C'est-à-dire que si le site ne répond pas aux exigences de Google, forcément, il n'apparaîtra pas non plus dans les résultats de recherche. Et ensuite, il y a aussi des outils gratuits, parce qu'on se dit, on en parlait tout à l'heure, compresser les images, c'est bien, mais si on n'a pas Photoshop, c'est compliqué. Voilà, finalement, c'est bien aussi d'avoir ce réflexe de compresser la taille des images avant de les envoyer par mail. Ça permet quand même d'avoir des pièces jointes un petit peu moins lourdes, parce qu'on est parfois obligé d'en envoyer quand même, même si on se limite. Il y a un site internet, petite astuce pareil, qui s'appelle IMG, le chiffre 2, go.com, qui permet de compresser gratuitement ces photos avant de les envoyer. J'ai essayé moi-même récemment d'utiliser, alors je ne sais plus si c'était PageSpeed Insight ou un autre, mais alors il recommande d'utiliser des formats modernes de compression d'images. Donc est-ce qu'il faut mettre le JPEG aux oubliettes? Je ne me souviens plus du nom du nouveau format, c'est Web quelque chose. Ouais. J'ai essayé de documenter un peu, mais j'ai eu un peu peur parce que je ne suis pas sûr que ce nouveau format soit supporté par tous les navigateurs, de tout le monde. Pour l'instant, pour ma part, je suis resté au JPEG. Je répète la question. Donc la question c'est, je optimise mes images par une application sur Internet et on se demande est-ce qu'on garde le JPEG ou est-ce qu'on passe sur les nouveaux formats? PNG, hein. Tu fais un PNG et puis après tu compresses, tu le prêtes à plainte à, on en a dit, ou à Love PDF, et puis ensuite, nous, pour le moment, on reste sur ça. Hein. Bon, je pense. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, chez Picbeam, on prend du PNG et après on le compresse par la suite. Oui, mais alors du coup, à la fin, ça fait un JPEG ou ça fait autre chose? Non, ça reste. Ouais. Parce que Google promeut un nouveau format. Je ne me souviens plus, c'est Web quelque chose. Oui, c'est WebP. WebP. Ce nouveau format comme étant l'avenir et comme devant supplanter à terme JPEG. Mais je ne sais pas si on parle d'un futur un peu lointain ou si on parle de tout de suite. On voit des sites effectivement où toutes les images sont sous ce format-là, oui. Ça fait quelques temps. Oui, ça fait. Et quand tu essayes de les Ouais. enregistrer Voilà. sous, effectivement, tu n'arrives pas à les enregistrer parce qu'elles ne sont plus en JPEG ou PNG. Elles sont sous ce format, mais qui n'est pas encore normalisé, ou du moins pas en Europe. Donc peut-être qu'eux, ils ont commencé aux États-Unis, mais en tout cas, nous, effectivement, récupérer une image, maintenant, c'est devenu compliqué. À suivre. Alexandrine, est-ce qu'on peut compresser les CGU? Les rendre plus light? Alors, je pense qu'avec le temps, elles s'étendent. Oui, c'est plutôt ce qu'on constate, oui. C'est à notre grand désespoir, parce qu'effectivement, à un moment donné, ça devient de moins en moins lisible, même par les praticiens. Mais effectivement, il y a des efforts peut-être à faire de ce côté-là en termes de lisibilité. Nous, on pratique le legal design en fait au cabinet, qui est une technique pour designer au sens anglais en fait les contrats et qui permettent de mettre en page de façon plus fluide et plus allégée les contrats ou les documents juridiques. Comment tu appelles ça? Legal design. D'accord, ok. C'est comment apprendre aux juristes à faire du design de graphiste. Ça, c'est intéressant, par contre. Et notamment, oui, quand on consulte justement les CGU sur un site, est-ce qu'il y a une normalisation de la taille de la police, par exemple, de la façon dont c'est présenté? Est-ce que c'est un sujet, ça, aujourd'hui, où je peux mettre mes CGU
illisible Non, en fait, le format illisible est vraiment banni. Il faut vraiment que ce soit au moins en time 9-10 minimum et au moins en noir. Parce qu'aussi, il faut aller les chercher sur le blanc sur fond blanc, ça ne marche pas non plus. Bon, ça a été déjà jugé et rejugé. Il faut que ce soit en format lisible, compréhensible, qui a une certaine accessibilité aux non-juristes. Voilà, faut pas non plus que ce soit du langage parlé. Il faut faire attention à trop vulgariser la technique juridique parce que ça reste des contrats ou des pré-contrats. Donc il y a une valeur juridique. Aujourd'hui, il n'y a pas de contentieux, on n'est pas là-dessus, mais voilà, il y a quand même une valeur juridique derrière. Oui, donc on voit que cette notion d'accessibilité, là, elle résonne complètement avec la partie juridique, quoi. Oui, mais peut-être que si les PDF c'est trop lourd, on peut mettre une page HTML hébergée. Enfin, on peut trouver des systèmes adaptés. Ok. Bon, je sais que je vais faire un site, il sera éco-responsable, il sera accessible. Et il reste toujours ce sujet juridiquement carré. Et vaste sujet qu'on attaque là. On va essayer d'être quand même sur les grandes bases en ayant à l'esprit qu'on parle des petites entreprises. Le référencement. Ou le célèbre SEO. Alors, quelle est la question du coup Comment je rends visible mon site? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Il y a toute une partie technique déjà. Il faut que le site web soit propre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut que le code soit propre. Quand je dis propre, c'est-à-dire qu'il faut que les robots de Google puissent lire, comprendre votre site web pour savoir de quoi il parle et pour pouvoir ensuite le restituer sur ces pages de résultats quand un utilisateur tape une requête. Donc ça, c'est la base. Ensuite, il y a la partie popularité de votre site. C'est un peu un cercle vertueux, ça peut être un cercle vicieux, c'est-à-dire que si votre site, il n'y a pas de visiteurs dessus, bah ça, les moteurs de recherche vont le prendre en compte et ça ne va pas aider à apparaître dans les premiers résultats. Donc en fait, voilà, plus il y aura de visiteurs, plus votre site il va être bien positionné sur Google. Donc c'est pour ça que quand on parle de SEO, de référencement naturel, on parle aussi de réseaux sociaux, on parle voilà, de popularité globale parce que les réseaux sociaux peuvent nourrir votre SEO. Et dernière chose, la partie éditoriale, le contenu, de quoi vous allez parler sur votre site, ça c'est fondamental parce que comme le disait Margot, un site ça vit. Donc, en fait, il faut que vous ajoutiez du contenu régulièrement sur votre site web et du contenu qui soit intéressant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, rédiger SEO pour rédiger SEO, ça ne marche plus trop. Quand je dis ça, c'est voilà, les anciennes méthodes, c'était de répéter un mot-clé 10 fois sur la même page pour apparaître sur ce mot-clé. Ça ne fonctionne plus trop. Parce que les intelligences artificielles, aujourd'hui, elles se développent, elles deviennent de plus en plus intelligentes. Et elles arrivent à discerner le contenu intéressant du contenu qui est un peu falsifié pour répondre aux exigences des algorithmes. Donc il faut faire attention à ça. Il faut voilà, régulièrement apporter du contenu riche, intéressant pour ses utilisateurs. Voilà, globalement, c'est les trois piliers, c'est ça, c'est la technique, la popularité et le contenu éditorial de votre site web. Donc, c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas faire du SEO en one shot, ça, c'est pas possible. Le SEO, ça se travaille sur le long terme. Et les résultats aussi ne sont pas aussi rapides que si vous faites du SEA, donc de la publicité. Forcément, ça prend du temps. Il faut être patient. Mais à terme, je pense que c'est une stratégie pérenne puisque si vous obtenez des résultats en référencement naturel, vous aurez des résultats plus rentables qu'avec de la publicité. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 70% des utilisateurs qui ne cliquent jamais sur les annonces de Google, qui vont instinctivement cliquer sur les résultats naturels. Donc quand on sait ça, on se dit que c'est peut-être plus pertinent de... Alors après, c'est aussi intéressant de faire de la publicité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de publicité,
mais il ne faut pas faire que ça. Il faut en parallèle mettre en place une stratégie SEO pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Margot, Virginie, Alexandrine. Alors moi, c'était plus sur l'autre versant, c'était la e-réputation, mais peut-être on y en parlera après. Si, maintenant. On peut en parler En aussi, fait, la e-réputation, c'est-à-dire qu'il faut être bien référencé, avoir une fiche Google My Business. Il faut faire attention aux avis qui traînent et à la manière dont on répond aux avis. Parce que moi, j'ai beaucoup de cas de gens qui viennent. Il y a des choses qui parfois sont maladroits et c'est compliqué après de faire retirer un avis ou bien même de pouvoir y répondre correctement. Il faut faire attention aussi, si je peux me permettre, dans les SEO, à ne pas utiliser les marques de ses concurrents. Parce que on va se prendre forcément un courrier d'avocat en réponse, en fait, très rapidement. Même si, et en plus de ça, il y a des moyens maintenant de demander à Google de déréférencer tous les liens qui sont un petit peu usurpés comme ça, où le concurrent aura utilisé votre marque. On peut demander à couper en fait ce type de lien hypertexte et ce type de référencement. Donc sur le référencement, on a aussi toute la notion de notoriété, d'utilisation loyale des marques et des images, des graphismes, des photos, etc. Justement, sur les avis, c'est intéressant. Jusqu'où on peut tolérer un avis, en fait? Qu'est-ce qu'un avis qui peut être... on peut demander qu'il soit supprimé. Est-ce que c'est possible, d'abord? Alors, c'est possible, mais c'est un long parcours. Parce que très souvent, ils sont anonymes. Un avis qui est dénigrant volontairement avec des mots injurieux ou diffamants, ça c'est vraiment le genre d'avis qu'il faut faire retirer. La difficulté parfois c'est que c'est une expérience vécue d'une personne qui n'aura pas trouvé d'autre exutoire que de mettre un avis Google, et là c'est compliqué parce qu'on est dans un entre-deux juridique. On peut pas, c'est pas de la diffamation. Et c'est une expérience vécue, donc Google va vouloir le garder. Et parfois même, la personne, elle est anonyme, même si on voit très bien qui c'est. Donc là, il y a une technique quand même de marketing pour répondre à ce genre de choses, avant d'appeler l'avocat, qui est là présent, mais ce ne sera pas le même outil, en fait. On travaille d'abord avec son community manager, et après on appelle l'avocat. Voilà, ou main dans la main, pour que les deux avancent en parallèle, mais je pense que c'est quand même plus efficace d'y aller de façon plus amiable. Oui, on essaie de trouver d'abord une solution à l'amiable. Margot. J'ai une expérience comme ça. J'ai commencé le digital en community manager. Et j'étais à Londres à cette époque-là et je travaillais chez General Motors. Et c'était au moment où les Zafira prenaient feu. Alors, il y en a eu très peu en France, mais en fait, donc c'était les Vauxhall. Et en fait, on avait des vidéos des vidéos de caméras de surveillance où en fait la voiture elle est sur le parking et puis d'un coup elle prend feu quoi. Et donc moi j'étais à cette époque-là, je gérais le pôle France et Afrique et Amérique du Sud et c'était l'enfer quoi, parce que du coup il y avait plein d'utilisateurs qui nous incendiaient, c'est le cas de le dire. Et ben nous, voilà, donc avec le community manager, donc voilà, on travaillait avec un avocat on avait des demandes de comment on répond, parce qu'il faut répondre, on peut pas dire rien, parce que rien c'est une mauvaise image. Après il y avait l'idée de toute façon c'est du bad buzz, donc on parle de nous. Mais par contre derrière on avait des avocats et d'ailleurs qui nous aidaient beaucoup. Là en plus c'était sur le droit en anglais pour pouvoir contrer, parce que certains exagéraient, faisaient et ça partait loin quoi. Donc, exemple concret de problème vraiment où on a besoin d'un avocat sur des réponses en ligne, quoi. Alors, je reviens au SEO, à la recherche Google, puisque c'est ça qu'on parle finalement. La pratique la plus simple que je peux mettre en place, voilà, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer au référencement, qui est quand même technique, qui est énergivore. Voilà, qu'est-ce que je peux faire simplement, le plus simple possible, pour essayer de sortir numéro 1 sur Google? Bon, ça, c'est ambitieux, mais... Il faut l'être. La première chose, c'est vraiment d'avoir un site d'entrée livré, publié, à 100% référencé.
Voilà, ça, une fois, il faut vraiment indexer le site internet une fois que toutes les techniques de référencement naturel sont faites. Et ensuite, il faut travailler avec les outils Google. Donc, comme on le disait, la fiche établissement Google. Alors, ça a changé de nom. Il y a eu Google My Business. Maintenant, c'est fiche établissement. C'est les petites fiches que vous retrouvez sur les entreprises, sur les moteurs de recherche, où on peut laisser les avis Google, où vous allez trouver les renseignements sur les horaires, le site internet, le numéro de téléphone, des photos. Voilà, ça, il faut aussi que les fiches Google soient remplies à 100%. Ça permet aussi d'être bien référencé. De demander un maximum d'avis. Voilà, comme on dit, qu'ils soient positifs ou négatifs, Google veut que les établissements aient des avis auxquels il faut répondre, très important aussi. Donc c'est pas forcément évident de récupérer des avis, mais en tout cas aujourd'hui c'est essentiel pour le référencement et c'est gratuit. Donc autant en profiter. Faire travailler ses réseaux sociaux, c'est pareil. Si on partage des liens de son site internet sur les réseaux sociaux, ça permet aussi de pointer son site et ça fait plaisir à Google de voir qu'il y a de l'activité. Et enfin, mais ça c'est quand on a du temps et qu'on aime écrire, avoir une partie actualité, voilà, une partie blog où on va rédiger des articles pour parler de son entreprise, de son métier, de ses services, sans avoir une approche trop commerciale ni publicitaire, parce que c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais en tout cas, aujourd'hui, une partie blog actualité, c'est une vraie porte d'entrée en termes de référencement, puisqu'on est les premiers à chercher des informations. Je vais prendre un exemple perso récent. Je cherchais à installer une clim réversible chez moi. J'ai tapé quelle est la meilleure marque de climatiseur sur Google. Je suis tombée sur des articles et je suis tombée sur des prestataires qui réalisaient donc des poses, des devis, etc. Donc c'est un bon exemple de référencement naturel et d'importance de la rédaction des articles. Je rebondis sur les avis et justement le meilleur climatiseur. Quand vous avez beaucoup d'avis sur Google, avec un simple mot-clé, vous pouvez apparaître sur la requête d'un utilisateur. Je vous donne un exemple. Vous cherchez, je ne sais pas, meilleur restaurant japonais à Toulouse. Il y a plein de gens en fait qui tapent ça, qui tapent meilleur pour trouver le service qu'ils recherchent. Et si vous avez un avis d'une personne qui a écrit c'est le meilleur restaurant japonais à Toulouse, bah, vous allez apparaître en premier dans les fiches établissements. Donc plus vous allez avoir d'avis, plus vous allez avoir de mots-clés en fait, qui peuvent vous faire apparaître en premier sur ces fiches établissements. Les mots-clés, on a envie de partir sur restaurant Toulouse, je sais pas, fleuriste Toulouse. Mais en fait, c'est les mots-clés les plus concurrentiels parce que tout le monde veut se mettre dessus. Par contre, quand on est, je sais pas, il y a fleuriste, ben, il y a plein d'autres mots-clés que les gens tapent et qui sont sous-exploités et qui là, à partir du moment où on va le taper, vous allez paraître premier et véritablement sans effort. Parce que forcément, restaurant Toulouse, ben, il y a énormément de concurrence, il va falloir faire beaucoup de donc sur la partie technique, la partie blog, mais certains sont sous-exploités et donc ça c'est pas mal de regarder les analyses concurrentielles. Donc il y a des outils type SEMrush qui le permettent. Et après, ce qui est aussi pas mal et qui n'est pas forcément payant, c'est le netlinking, c'est-à-dire que si un autre site nous référence, par exemple, je sais pas, on fait la dépêche, il fait un article sur nous, ben on lui demande s'il peut mettre au moins notre lien, et ensuite, ben en fait, ça fait notoriété. Parce que si c'est la dépêche qui référencie notre site, ben forcément, la dépêche, ça a une notoriété, et donc ça va naturellement faire augmenter notre site sur la visibilité. Donc il y a plein de petits éléments comme ça, si on a des prestataires, de ne pas hésiter à échanger les URL pour pouvoir naturellement monter dans les résultats. Et pour le coup, le SEO, comme vous l'avez très bien dit, plus le site est du coup ancien et plus il a de la ressource et plus il est beaucoup plus riche et il a une grosse base pour naturellement remonter sur les différents mots-clés de notre secteur. Donc finalement, les meilleures pratiques, ça sera je vais collecter des avis, ça va beaucoup m'aider. Quand je publie sur les réseaux sociaux, surtout, j'oublie pas de mettre un lien vers mon site, parce que ça reste très efficace.
Et après, moi, j'avais une autre question. Bon, le générer des articles, faire du blogging sur le site, c'est très efficace. Mais est-ce qu'il existe des applications, justement, qui permettent de faire facilement des articles ou du blogging sans rentrer dans WordPress ou autre? Existe. Alors, j'avais regardé, il y en a même avec l'intelligence artificielle, je tape le sujet, il va me trouver le titre, il va me trouver les différents titres et sous-titres, et même maintenant, ils peuvent même donner les paragraphes. Alors, moi, j'avais trouvé ça fantastique. J'avais demandé une démo. Alors, je vais pas dire le nom parce qu'en fait, je trouvais ça fantastique. Mais en fait, Google, comme vous l'avez dit, il est bien malin. Et donc, en fait, il repère. Et donc, c'est cool cette idée de dire que l'IA va nous faire le site de A à Z, enfin, du moins l'article de A à Z. Mais Google va repérer super facilement. Et donc, ça va plutôt desservir le fait de le faire. Vraiment à 100% de l'article. Par contre, il existe des outils. La référence, c'est dans le SEO, c'est YouText Guru. YouText Guru, je sais pas comment dire en français. Et donc là, c'est la référence, notamment l'entreprise Eskimos, qui est la référente dans le SEO, qui l'utilise. Et donc, en fait, ça vous permet de donner des mots-clés. Enfin, ça vous aide à la rédaction, mais par contre, ça reste vous qui l'écrivez. Et donc qui reste, comme vous l'avez dit encore une fois, naturel et humain. Il faut toujours penser à l'utilisateur qui est derrière, en fait. On écrit pour Google, oui, mais on écrit avant tout pour l'utilisateur. Donc, un texte qui a été fait par une intelligence artificielle, oui, au début, on va trouver ça magique, mais en fait, ça n'a pas de valeur ajoutée et du coup, c'est pas intéressant ni pour Google ni pour l'utilisateur. Oui, on n'oublie pas que derrière, ce sont des individus, on cherche quand même à s'adresser à eux, donc à privilégier le moteur de recherche ou l'utilisateur, on cherche quand même à avoir du contenu intéressant, en priorité. Oui. En fait, un site internet, moi, comment je le conçois, c'est une extension de nous-mêmes, en fait. Quand je fais mon site ou quand je crée le site pour mes clients, en fait, c'est des personnes qui, en fait, avant de nous rencontrer, en fait, ils voient notre site. Donc, ça doit refléter notre identité, notre façon de parler, ce qu'on pense, nos valeurs. Et donc, forcément, si on veut faire des choses très, très robotisées, en fait, peut-être qu'il va nous trouver, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne va pas donner envie. Et finalement, c'est quoi qu'on veut? C'est certes être visible, mais aussi, avant tout, à engager l'action auprès de nous dans la vraie vie, quoi. On garde de l'humain derrière. On ne fait pas juste quelque chose qui parle au robot. Ok. Quelque chose à rajouter sur le SEO, parce que on pourrait en parler des heures. Hein. Non? Bon. J'ai envie de dire, en plus, cette question de SEO, elle répond à l'éco-responsabilité des sites, hein, puisqu'on a parlé que plus c'était léger, plus on était visible sur Google facilement. Donc, en plus, c'est pas incompatible. Donc, on se rejoint. Et après, moi, j'aimerais juste, avant de... On ferait chacun une conclusion de ce qu'on vient de se dire. En fait, il y a 4 piliers à retenir essentiels quand on veut développer un site internet, finalement. C'est est-ce que je fais ou je ne fais pas? Bon, la réponse... Faites appel à des professionnels, rapprochez-vous de la mêlée numérique pour les diagnostics, ils sont là pour ça, et puis surtout faites travailler les gens de proximité, parce qu'il y a un tissu énorme d'intervenants sur le numérique, sur le digital, qui accompagnent les TPE au quotidien. Voilà, il y a un tissu absolument gigantesque, donc intéressez-vous à ce tissu-là. Le deuxième sujet, c'est l'aspect juridique. Eh bien, on n'hésite pas à aller voir un avocat, une avocate pour se faire conseiller sur son activité, hein, autant que ça parte dans de bonnes conditions dès le départ. Le troisième, l'éco-responsabilité, l'accessibilité. Hein, ayons toujours à l'esprit que les ressources ne sont pas inépuisables, donc il faut se mettre en tête d'essayer de faire au mieux. Et l'accessibilité, oui, rendre les choses visuellement faciles, compréhensibles. Et le dernier sujet, le référencement, on en a parlé, on va dire les grandes lignes du référencement, mais rien qu'avec ça, déjà, on peut faire du bon boulot. Je vous laisse conclure 2-3 mots peut-être. Bon, dans ce cas-là, on passe aux questions alors. J'ai 2 questions sur le live. La première, c'est concernant les évolutions du droit de la consommation pour les sites internet. Quelles sont les ressources recommandées pour obtenir plus d'informations sur ce sujet?
Ah oui, je répète la question. Alors, le droit de la consommation sur Internet, qu'est-ce que... En termes de consommation électrique, quelles sont les ressources que je peux avoir pour savoir si mon site consomme? Ah oui, comment je peux savoir si mon site est énergivore, en fait? Alors, je vais juste répondre sur la source pour l'information juridique, si ça peut être intéressé. Alors, il y a les sites du gouvernement sur les sites des ministères et il y a Légifrance. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vulgarisation. Il faut faire attention parce qu'effectivement, la répression des fraudes va sanctionner si on ne met pas à jour ces CGV par rapport aux droits de la consommation. Mais pour l'instant, c'est plutôt sur les fiches des ministères. Dans Service public, on peut trouver des fiches. Et sur les sites des confrères qui ont fait des articles. Mais il n'y en a pas beaucoup encore. Et après, c'est dans Légifrance, Code de la consommation. Et pour la partie sobriété, voilà, comment je peux savoir si mon site est sobre, hein, c'était... Bon. Il y a un site... alors, je suis plus sûre si c'est ça, mais sinon, la personne qui me recontactera et je lui donnerai l'adresse exacte. C'est empreintecarbone.com. Et en fait, avec juste l'URL, ben, en fait, il va mouliner, il va vous dire le pourcentage de dirty air, combien % il est sale, on va dire, ouais, voilà, c'est ça, pardon, j'ai mal à me faire la traduction. Voilà. Qui m'écrivent, je lui donnerai en vrai, parce que j'ai un doute. Et du coup, j'ai un dernier outil aussi. Vous pouvez aller sur le site Green IT et il y a une extension Chrome que l'on peut télécharger directement dessus et qui audite le site au niveau de l'empreinte carbone également. Ok. Une autre petite question. Ce matin, nous avions une table ronde et on parlait d'optimisation sur le référencement web et on parlait du coup de réaliser des articles pour maintenir le site à jour. Est-ce que réaliser plusieurs articles sur le long terme, c'est compatible avec le système qu'on a évoqué tout à l'heure, avoir des sites plus légers? Alors, est-ce que rédiger des articles sur un site internet, ça ne va pas à l'encontre de la sobriété énergétique? J'ai bien reformulé. Hein. Ouais. On va dire que déjà, un site, ce qui vraiment va l'alourdir, c'est les images. Donc, les images, les vidéos. Donc, déjà, si c'est du texte brut, donc noir, simple, comme on le disait tout à l'heure, ça ne va pas non plus mettre un coût énorme à l'empreinte carbone. C'est bien sûr cet article-là, cette page, si on commence à y mettre plein de choses dedans, bah oui, forcément, ça va la grossir. Mais c'est pas ultra incompatible. D'autant plus si, je vais même aller plus loin, ces sites, en fait, on les fait en génération de sites statiques. Donc là, comme je disais, c'est des nouvelles façons de concevoir les sites. Ben là, vous pouvez en mettre, ces pages, elles seront ultra légères parce qu'elles ne vont pas appeler plusieurs serveurs. Voilà. J'ajouterais juste que pour le référencement, c'est quand même bien de mettre une image dans ces articles. Donc, moi, je recommanderais quand même de mettre une image. Mais voilà, comme disait Margot... Avec un texte alternatif. Voilà, une image compressée avec un texte alternatif comprenant les mots-clés, bien sûr. Vaut mieux mettre une image qui soit compressée, qui soit légère. Et après, je pense aussi que si vous commencez à avoir énormément d'articles sur votre site web, ça peut être bien de temps en temps faire un tri, regarder ce qui est pertinent de conserver ou pas, et pas de conserver des pages et des pages d'articles. Ça ce sera pas nécessaire et effectivement, ce serait pas très sobre. Merci. S'il y a d'autres questions. Alors, est-ce qu'on peut lier les réseaux sociaux à son site internet, en fait? Ses pages perso, en fait, les lier à son site internet. Ou est-ce qu'il faut passer par des pages pro ou des formules pro, en fait? C'est pas incompatible
Déjà pour l'exemple, LinkedIn, donc le fameux réseau social professionnel, on a vu que ça fonctionnait beaucoup mieux en termes d'interaction, de visibilité, en nos noms propres qu'en nom d'associations, d'entreprises, etc. Donc oui, c'est pas incompatible notamment je pense aux freelances ou aux auto-entrepreneurs qui peuvent bien sûr relayer sur leur réseau perso, que ce soit LinkedIn en profil ou en profil Facebook ou un compte Instagram pro perso, mais voilà, sans vraiment le nom d'une entreprise. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, bien sûr, on met pas ses soirées, voilà, sa famille. On fait attention, on reste que sur du sujet pro pour ne pas avoir de soucis de réputation. Eh bien, merci à tous et à toutes. On me fait signe qu'il faut rendre l'antenne. Donc, on va rester là. Si vous voulez échanger, on est à votre disposition. Merci.